Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des experts du secteur financier, de la technologie et de l'innovation de la sous-région ouest africaine et du Canada réunis ici à Bamako pour des échanges d'idées, des partages de connaissances et des débats sur les tendances émergentes. C'est à la faveur du forum sur l'innovation et la transformation du secteur financier par la technologie au Mali, organisé par la Chambre de commerce Canada-Mali en collaboration avec ses partenaires. La rencontre se propose de mettre en avant les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour transformer le secteur financier, promouvoir l'inclusion financière et dynamiser l'économie nationale. La promotion donc de l'inclusion financière durable et de la FinTech, nous en parlons ce soir. Saïdou Kanté, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Konaté. Vous êtes ingénieur informatique, vous évoluez justement dans le domaine de ce que l'on appelle les FinTech. Vous êtes fondateur et directeur général de Corix Africa, directeur technique de Calisport. On va en parler un peu plus tard. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, on va commencer par ces concepts avec lesquels le commun des Maliens n'est pas forcément très familier. Quand on parle d'inclusion financière, d'abord, de quoi parlons-nous? On parle de donner accès en fait à toutes les couches sociales, donc à des services financiers. Aujourd'hui, le plus connu, c'est le service bancaire. On a les mobile money qui commencent à prendre le dessus petit à petit. Aujourd'hui, les taux d'inclusion financière commencent à grimper justement avec le mobile money qui permet de bancariser, entre guillemets, certaines couches sociales qui sont éloignées, donc des grandes villes. Et des nouveaux acteurs commencent ou du moins ont commencé à mettre leurs pieds dans la soupe. Donc les fintech qui sont pour beaucoup des jeunes startups qui commencent aujourd'hui à prendre des parts de marché donc à ces grandes banques et à ces grands groupes et à proposer des solutions basées sur la technologie qui vont permettre donc de faciliter cette inclusion financière, d'aller toucher ces couches sociales qui sont plus éloignées et qui aujourd'hui, on est dans des pays, donc dans la sous-région ouest africaine, où on a des forts taux de pénétration donc de l'Internet et du téléphone mobile. Et les fintech vont être basés sur ces technologies et donc vont permettre à travers donc, ces téléphones mobiles et à travers ces connexions Internet d'aller toucher ces populations qui ne vont pas nécessairement faire le déplacement pour aller dans une banque, pour aller voir une institution financière qui a un siège, qui est assise et qui a des process administratifs plus lourds. Alors, mais pourquoi vouloir atteindre finalement tout le monde quand on sait que dans notre société, par exemple, il y a des gens qui mènent des activités, qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas forcément, on va dire, besoin d'avoir recours à une banque classique. Pourquoi vouloir impliquer tout le monde Ce monsieur et madame tout le monde qui est dans une activité qui peut être aujourd'hui non déclarée, par exemple, a besoin d'une traçabilité. A besoin d'un suivi de ses finances, a besoin de savoir où va son argent, d'où il vient, de faire donc des rapports, de suivre en fait son activité qui peut être commerciale ou non, mais a besoin d'avoir donc un suivi de ses finances. Et le suivi qu'on a connu qui a longtemps été les banques, ne convient pas nécessairement à tous. Aujourd'hui, donc, on a d'autres alternatives à travers les fintech, à travers le mobile money, qui permettent donc à ces couches sociales qui peuvent être illettrées, qui peuvent être dans des zones éloignées, donc où les grosses institutions n'ont pas accès, donc ne vont pas faire le déplacement, pas par manque de volonté, mais par souci lié donc à l'administratif, au coût, etc. Donc les fintechs qui sont plus agiles, qui n'ont pas besoin d'avoir une représentation, un bureau, tout ce dont ils ont besoin, très généralement, c'est une application. Alors, l'inclusion financière, cela représente finalement un intérêt pour ces entreprises ou pour les populations véritablement? Pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que les entreprises y gagnent, parce que du coup, il y a un gain financier, certes, mais il y a aussi de la récolte de données. Il y a, en facilitant donc le mouvement des ressources financières dans ces couches sociales, on vient créer donc des flux financiers qui peuvent être utilisés à d'autres escients. Mais les populations aussi y gagnent parce qu'il y a un avantage donc, à avoir accès à une plateforme qui va permettre de gérer ses finances
et qui va permettre donc d'échanger même avec d'autres personnes, de faire des transferts, d'envoyer de l'argent, de recevoir de l'argent. Donc c'est un tout et au final qui contribue donc à une émergence et à une évolution donc autant de ces personnes, mais aussi des entreprises. Alors, et pour atteindre donc cette inclusion financière, il y a cet outil dont vous avez parlé, vous avez prononcé le mot déjà plusieurs fois, FinTech. Alors, quand on parle de FinTech, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on parle de FinTech, on parle de finances technologiques, on parle de start-up, on parle d'entreprises qui mettent en place des services financiers basés sur la technologie. On compare toujours aux banques parce que c'est un petit peu la contrepartie. Aujourd'hui, pour avoir un compte en banque, il faut aller dans une banque, dans une succursale, ouvrir un compte, donc déposer ses documents, ouvrir un compte. Quelque temps plus tard, aujourd'hui, de façon gratuite, on peut recevoir une carte bancaire. Dans certaines banques, et je pense dans un futur, dans un passé qui n'est pas si loin que ça, il faut aller payer pour avoir cette carte bancaire qu'on pouvait utiliser par la suite pour faire des transactions financières. On peut avoir un chéquier qui peut permettre donc de payer d'autres personnes à travers donc, le chéquier. Mais aujourd'hui, à travers une fintech, on peut faire toutes ces choses-là directement sur une application mobile qui tient sur un téléphone. Et on a des taux de pénétration du mobile de 98% au Mali aujourd'hui, sur une population de 22,9 millions d'habitants environ, je pense sur les derniers chiffres que j'ai regardés. On a plus de 22 millions de taux de pénétration du mobile au Mali. Donc on peut quasiment dire que chaque Malien a un téléphone. Et si chaque Malien a un téléphone et une fintech, chaque Malien est bancarisé. D'accord. Et votre entreprise, c'est une fintech dénommée Corix Africa. De quoi s'occupe-t-elle? Alors, Corix, c'est une fintech entre guillemets parce que nous avons démarré avec la crypto-monnaie, donc la blockchain. Nous développons des solutions basées sur la blockchain. Mais nous nous sommes focalisés récemment pour justement aller faciliter cette adoption sur des cas d'utilisation beaucoup plus simples et qui vont parler à monsieur et madame tout le monde. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de vulgariser la technologie. C'est une technologie qui est complexe. La blockchain, c'est une technologie qui est complexe. Et l'objectif de Corix, c'est de faciliter l'adoption. Donc nous, on s'est focalisé sur le monde du divertissement. Donc avec Corix, on a développé une offre de produits qui est donc des badges digitaux qui vont être émis certes sur une blockchain, mais qui pour l'utilisateur lambda ne va pas susciter donc de soucis techniques. Donc l'aspect blockchain n'apparaît pas réellement. Tout ce que l'utilisateur fait, c'est acheter son badge sur notre plateforme et l'utiliser donc pour acquérir des avantages qui sont reliés à un badge qu'il va avoir dans son téléphone. On fait des partenariats avec des artistes de la place donc pour offrir des privilèges aux fans. Et l'idée, c'est que chaque fan qui se connecte sur Corix et qui achète son badge peut le présenter donc, dans un concert, peut le présenter à un artiste pour profiter donc, d'un certain nombre d'avantages qui va être relié à ce badge. Alors, on achète chez vous avec quelle garde de monnaie? Alors, l'idée, c'est qu'on a mis en place une interface web, donc une application mobile, où les gens peuvent acheter directement par mobile money. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans notre pays, le mobile money, Orange Money par exemple, ou alors Move Money ou Wave, ou dans d'autres pays, on a MTN Money, etc., est le plus utilisé par la jeunesse. Donc on permet à cette jeunesse de se connecter sur notre plateforme et donc d'acheter les badges en utilisant le mobile money directement, mais aussi les cartes bancaires pour ceux qui en ont. Et Corix Africa, ce n'est pas la seule fintech au niveau de laquelle vous évoluez. Il y en a une autre, Calispot, c'est quoi? Exactement. Alors Corix, on l'a fondé il y a plus d'1 an avec mon partenaire. L'année dernière, j'ai rejoint une autre fintech, Calispot, qui a été fondée aux États-Unis par d'autres associés qui sont basés au Sénégal et en Amérique du Nord, et qui donc compte opérer dans la sous-région d'Afrique francophone, donc les pays de la CEDEAO et de la CEMAC. Calispot, c'est concrètement un réseau de guichets automatiques qui va permettre aux utilisateurs donc d'accéder à leur argent, peu importe où ils se trouvent. L'idée, c'est que nous ambitionnons de permettre à nos utilisateurs de pouvoir, sur les guichets Calispot, accéder à leur argent, qu'il soit sur un compte bancaire,
sur un compte mobile money ou chez une fintech. Donc nous intégrons un certain nombre de fintech, de partenaires donc bancaires, de partenaires mobile money sur notre plateforme et nous permettons donc à nos utilisateurs d'accéder à leur compte chez ces différents partenaires et derrière de pouvoir faire du retrait ou du dépôt sur les guichets Calispot. Donc on est donc dans une intégration digitale où on vient joindre le monde physique qui est le cash que nous utilisons tous les jours et le monde digital qui est vraiment tous ces fintech, le mobile money, etc. Mais qu'est-ce qui explique un peu votre intérêt pour ce secteur? C'est votre formation de base qui vous conduit là? Enfin, oui et non, parce que j'ai une formation d'ingénieur informatique. Mais j'ai toujours eu cette passion pour le secteur financier, l'argent, etc. Et j'ai toujours voulu comprendre comment ça fonctionne. Et bien entendu, à la suite de mes études, j'ai décidé d'évoluer en fait dans un domaine qui va me permettre de me rapprocher de ces concepts. Donc j'ai en fait fait ma carrière en banque dans un début. Après l'école, j'ai passé 5 ans donc chez BNP Paribas où j'étais chef de projet. C'est là même que j'ai découvert la blockchain en réalité, car j'ai travaillé sur des projets où nous étions donc en charge d'étudier des projets, des faisabilités de projets sur la blockchain pour le secteur bancaire. Donc c'est de là qu'est venu réellement mon entrain pour cet écosystème. Et par la suite, donc, je me suis fait certifier sur la blockchain en tant qu'expert pour pouvoir justement développer mes propres solutions et des solutions qui vont répondre aux réalités du pays dont je viens. Alors, développer ses propres solutions, vous avez dit, mais la technologie étant universelle, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les solutions, elles sont déjà développées ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il faut développer des solutions propres? Parce que les réalités dans nos pays sont différentes des réalités où ces technologies ont émergé initialement. Au Mali, un produit qui va fonctionner en France, aux États-Unis, ne va pas nécessairement fonctionner au Mali. Nous avons des réalités différentes, nous avons des cas d'utilisation différents, nous avons des coutumes différentes, nous avons des approches différentes de beaucoup de choses. Donc il faut repenser un petit peu les concepts et identifier finalement des cas d'utilisation qui vont être propres à nous, notre façon de faire les choses et à nous, notre façon de voir les choses. Donc c'est un petit peu dans cette mouvance que nous sommes et où donc nous menons des réflexions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies pour répondre aux besoins des Maliens, mais aussi des Africains dans un sens plus large. Alors, en matière de technologie, de transformation du secteur financier, on parle beaucoup de choses. Vous avez parlé de mobile money, on parle de crypto-monnaie, vous en avez parlé aussi. Mais quels sont les domaines sur lesquels on évolue de plus en plus sur le continent africain et peut-être particulièrement dans notre pays? L'aspect qui revient le plus souvent dans la fintech, c'est le transfert d'argent. On a énormément de flux financiers qui viennent de la diaspora vers le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso. Et beaucoup de ces flux financiers vont passer par des canaux connus qui permettent d'être tracés, mais aussi par des canaux inconnus dont on ne connaît pas réellement l'ampleur. Les fintech, beaucoup de fintech aujourd'hui vont proposer des services qui vont permettre de faciliter ces rapatriements de fonds. Je vous donne l'exemple de la fintech DanaPay, par exemple. DanaPay qui offre aujourd'hui un service à la diaspora et qui permet donc à cette diaspora, qui est notamment basée en France, par exemple, d'envoyer des fonds vers le Mali, vers un numéro Orange Money au Mali, par exemple, pour donner un exemple de ce qu'ils font. Et c'est ce type de fintech-là qui vont donner des cas d'utilisation qu'on revoit le plus. Il y en a d'autres qui font un petit peu la même chose. On a une fintech, par exemple, comme Wave, qui est une fintech aussi à la base, qui va proposer un service similaire au mobile money de Orange. Donc, les deux cas d'utilisation qui reviennent le plus, c'est vraiment le transfert d'argent et l'échange pair à pair, donc qu'on puisse envoyer de l'argent à l'un à l'autre, et le paiement, finalement. Donc, le paiement en ligne, le paiement dans les magasins, les paiements marchands, des choses de ce genre. Mais vers quoi est-ce qu'il faut tendre aujourd'hui? Il y a quelle solution peut-être qui pourrait apporter plus à notre pays aujourd'hui et au continent africain? En réalité, il y a énormément de choses que l'on puisse faire. Ces technologies sont vastes et permettent au final de réaliser beaucoup. On peut l'utiliser dans le domaine du médical, on peut l'utiliser dans le domaine du foncier, on peut l'utiliser
dans le domaine des médias. Par exemple, nous, avec Corix, on ambitionne d'aller au-delà de la commercialisation des badges. On travaille actuellement sur une plateforme de streaming, donc de streaming audio et vidéo pour les artistes locaux, qui va reposer sur la blockchain et qui va faciliter donc la rémunération des artistes. L'outil technologique, en réalité, nous permet d'améliorer beaucoup de choses et de résoudre pas mal de problèmes que l'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est, comme je dis toujours, on est aujourd'hui sur le même pied d'égalité que les grandes puissances, dans le sens où on a une technologie qui est nouvelle. Tout le monde est en phase d'apprentissage. Et pour une fois, on a l'occasion de reprendre une place de leader dans l'histoire parce que en anglais, on parle de leapfrog. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de bagages qu'on n'a pas. Donc, on peut se permettre de se lancer dans ces nouvelles technologies et d'innover. D'innover sans le coût de perdre l'investissement initial qui a été fait. Par exemple, dans les grandes puissances, il y a énormément de choses qui ont été faites pour arriver là où on est aujourd'hui. Et pour qu'eux adoptent ces nouvelles technologies, ça demande beaucoup de sacrifices. Ces sacrifices-là, nous, on ne les a pas. Donc, on a une chance de rétablir l'histoire, en réalité, et de bâtir des choses, d'innover, de bâtir des applications, de bâtir des utilisations qui vont nous permettre de répondre à des besoins locaux et donc d'être en phase avec la réalité des pays dans lesquels nous sommes. Monsieur Kanté, vous prenez part au forum sur l'innovation et la transformation du secteur financier par la technologie. Quel est l'intérêt d'un forum comme celui-là pour vous? L'intérêt, il y en a plusieurs. Alors, c'est une excellente occasion donc, de rencontrer les acteurs du domaine, hein, mais surtout de partager de l'information. Partager de l'information avec les gens qui nous écoutent, partager de l'information entre nous, communiquer avec les différents intervenants de l'industrie. J'ai appris ce matin pendant le forum que la BCAO travaillait sur un document donc, de régulation pour les fintechs. Et ça, c'est une très bonne chose parce que depuis longtemps, nous opérons, en fait, les fintechs opèrent dans un flou un petit peu inquiétant dans la sous-région ouest africaine parce qu'il y a beaucoup d'actions que l'on entreprend qui ne sont pas interdites, mais on ne le sait pas. Donc, ce serait dommage qu'on bâtisse des choses et que demain, on vienne nous taper sur les doigts en nous disant, en fait, finalement, ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'il y a un vide dans la matière. Parce qu'il y a un vide juridique qui est là, il y a une absence de documentation qui fait qu'on est obligé de prendre des décisions à l'aveuglette, entre guillemets. Mais finalement, bon, il y a eu pas mal de requêtes qui ont été faites envers les institutions, envers les régulateurs, et il semblerait que des travaux soient en cours justement pour arriver à mettre en place quelque chose qui va réguler l'espace et qui va permettre donc à ces fintechs de se reposer sur un texte de loi et à travailler sur la vérité. Réguler l'espace au niveau sous-régional, mais au niveau pays, des pays de la sous-région, le Mali par exemple, est-ce que le vide il est aussi important que ça? Il l'est quand même, parce qu'il y a des textes, certes, mais ces textes ont besoin d'être retravaillés, ont besoin d'être reprécisés. Il y a un certain nombre de concepts nouveaux qui n'y figurent pas. Et il y a des redéfinitions à faire, il y a un travail de fond à faire pour réadapter en fait ces textes à la réalité d'aujourd'hui, aux nouveaux concepts qui sont là, aux nouvelles technologies qui sont là. Et ce travail, il faut qu'on s'assoie autour d'une table, que ce soit les experts, que ce soit les gouvernements, que ce soit les intervenants, secteur privé, secteur public. Il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour travailler vers un objectif commun. Que tout le monde se mette autour de la table, mais qui doit donner l'impulsion? C'est peut-être vous, acteur du domaine. Bien sûr. Moi, j'ai essayé, par exemple. J'ai personnellement fait... Oui, personnellement, à un niveau personnel, pourquoi pas à un niveau peut-être collectif? Effectivement. Alors, les démarches peuvent commencer personnellement, mais vont continuer de façon collective. Par exemple, à mon niveau, moi, j'ai tout de suite fait un courrier aux institutions, à nos ministères en charge, pour proposer justement mon expertise et mettre en place en fait des cellules de travail
pour arriver à un objectif qui va être favorable à tout le monde. À un niveau collectif, il y a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui commencent à naître et qui prennent des initiatives pour rassembler donc les acteurs de l'industrie. Et c'est bien, petit à petit, ça va venir. Et je pense qu'au fur et à mesure, et justement à travers des forums comme celui que nous avons aujourd'hui, les gens vont s'y intéresser de plus en plus et les institutions vont prendre conscience qu'il y a un réel changement qui arrive et qu'il faut, je dirais qu'il faut l'embrasser plutôt que de le combattre. L'environnement juridique aujourd'hui, c'est la seule difficulté pour la FinTech ou bien il y en a d'autres? Il y en a d'autres. L'environnement juridique en est un. La complexité technique en est une autre. Aujourd'hui, pas mal de solutions proposées par les FinTech reposent sur des concepts techniques assez complexes. Donc, l'expertise des équipes qui vont contribuer au développement de ces solutions n'est pas toujours disponible localement. On est obligé donc souvent d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Et il y a donc une grosse part d'éducation qui doit être faite auprès de nos populations, auprès de notre jeunesse, pour aller inculquer ces nouvelles valeurs, pour faire découvrir ces nouvelles technologies et permettre donc à ces jeunes d'acquérir des compétences et de développer des solutions. Nous avons énormément de talents ici au Mali en informatique, en développement web, en développement mobile. Et ils ont juste besoin qu'on leur dise que ça existe. En réalité, que ça existe. Nous avons énormément de médiums aujourd'hui qui permettent d'apprendre sans même aller à l'école. Donc, l'apprentissage est facile. La découverte, c'est autre chose. Donc, avant de pouvoir apprendre quelque chose, il faut savoir que ça existe. Donc, des forums comme celui que nous avons aujourd'hui, des rencontres qui sont organisées vont permettre donc de propager le mot et de faire connaître en fait ces nouvelles technologies afin que nos jeunes puissent s'instruire et puissent rehausser donc leur niveau de compétences pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Alors, beaucoup de talents donc, vous dites, mais comment est-ce que ça se présente aujourd'hui, l'écosystème un peu des FinTech au Mali par rapport à l'économie nationale? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je dis souvent qu'on travaille un peu tous dans notre coin. Chacun fait son petit bout de chemin à côté. Mais à un moment donné, il va être important que l'on se mette ensemble et qu'on bâtisse vers un objectif commun. Parce que seul on va vite, ensemble on va loin. Et l'idée, c'est que c'est un écosystème participatif. La blockchain, par définition même, vient de la participation d'un collectif. Donc, il faut que les différentes expertises puissent se réunir, puissent s'organiser et puissent travailler main dans la main pour développer des outils, développer des solutions. Et il va falloir que chacun y mette un peu du sien pour justement qu'on puisse rassembler les différents acteurs et qu'on puisse travailler vers cet objectif. Donc, cette organisation, elle n'existe pas à votre niveau pour l'instant? Pas vraiment. Ici et là, il y en a quelques-unes. Par exemple, aujourd'hui seulement, on m'a invité pour un événement qui est organisé samedi prochain et qui rassemble certains acteurs de l'écosystème blockchain. Et c'est super parce qu'il en faut des comme ça, 10, 15, 20, 30, pour qu'au final, on se rencontre, on se connaisse, on échange et de là va naître donc des collaborations et des productions donc, qui vont se transformer donc, en solutions concrètes. Alors, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il existe peut-être des structures qui vous accompagnent ou alors vous vous sentez suffisamment seul, sans beaucoup d'accompagnement, laissé à elle-même aujourd'hui, la FinTech? Localement, c'est compliqué. Une dame l'a dit sur un panel ce matin, j'étais assez choqué d'entendre ça, qu'il n'y a pas d'angel investor au Mali qui est prêt à investir dans une fintech. C'est un investisseur personnel, donc c'est des individus qui sont fortunés, qui donc décident de prendre des participations dans des entreprises. Donc ils vont injecter donc, du capital et donc se positionner comme investisseurs. On parle d'anges parce que c'est des gens qui vont prendre des risques, qui vont investir donc de leur capital ou des capitales d'organisation dans une start-up, dans une entreprise naissante. Et ils ne sont pas prêts à investir au Mali? C'est ce qu'elle a dit. D'accord. Mais donc, que justement, on parle dans un panel, dans un forum sur l'investissement et la technologie des investisseurs locaux
et qu'on dise clairement qu'ils ne sont pas prêts à investir dans des fintechs, c'est pas encourageant. Parce qu'au final, on a besoin de cet investissement, on a besoin de cet accompagnement pour développer des solutions durables, pour développer des solutions robustes. Et il faut justement que ces individus-là qui ont le capital qu'il faut, ben, qu'ils investissent sur le capital humain. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes qui peuvent développer des choses, qui peuvent travailler, qui peuvent lancer des startups, mais si l'accompagnement ne suit pas, bah, les résultats vont très vite s'estomper et ça va être difficile d'arriver à un niveau où les solutions vont devenir exploitables à grande échelle. Mais c'est peut-être parce qu'on ne vous fait pas suffisamment confiance. Bon, je ne parle pas de vous personnellement, bien évidemment. C'est très possible. Écoutez, il y a une crise de confiance, et c'est vrai. Il y a une crise de confiance qui est là. Et certainement qu'il y a eu des cas où certains investissements ont échoué. Mais écoutez, c'est le monde des startups, c'est le monde de... On essaye tous, hein. Il faut prendre des risques. On essaye tous, on prend des risques. On est sur des terrains très glissants. On développe des solutions innovantes, c'est-à-dire qu'on imagine ou on essaie de traduire des réalités en concept technique qu'on met en avant et ça peut ne pas marcher. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on regarde aujourd'hui des investisseurs à l'étranger qui vont investir donc, sur des startups, c'est des investissements à risque et tous n'aboutissent pas. Mais si personne ne prend le risque, alors on n'innovera jamais. Alors, mais et l'État dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'État? L'État devrait, à mon avis en tout cas, mettre en place un cadre qui permet donc à ces startups, je pense qu'il y a eu à un moment le Mali Startup Act qui a été mis en place, qui donc facilite certaines choses aux startups, c'est très bien. L'idée, c'est qu'il y ait des initiatives de ce genre qui soient prises, que l'État accompagne et valorise donc ces jeunes et les pousse au final à inventer et à innover pour donc arriver à bâtir ces choses. Maintenant, l'État accompagne en réalité. Donc l'État accompagne les structures privées qui vont, elles, à leur tour, accompagner les startups. L'État peut accompagner avec des subventions, avec beaucoup de choses. Maintenant, je pense que l'objectif, c'est vraiment de lancer la balle et de demander à chacun d'y mettre du sien. Donc, de collaborer avec tout un chacun pour développer un écosystème qui est viable. Alors, à la lumière de votre pratique, un peu de votre expérience, est-ce que vous pouvez pronostiquer un peu sur les perspectives en la matière au Mali? Pronostiquer dans quel sens exactement? Bon, et nous dire comment est-ce que vous voyez l'avenir? L'avenir est radieux. L'avenir est radieux parce que le potentiel est là, le besoin est là et la technologie est accessible. Tant et aussi longtemps que les acteurs sont actifs, les innovations vont arriver, les solutions vont venir. On va essayer, on va faire des erreurs, on va se rater, mais quelques-uns vont émerger et des champions vont naître. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre à l'issue du forum qui est organisé présentement à Bamako? J'espère une suite, c'est-à-dire, quand je parle de suite, je parle d'une réelle collaboration entre les différents intervenants, que ceux qui ont pris la peine d'organiser le forum prennent la peine de faire un suivi. Donc, si possible, d'organiser des activités, d'organiser des choses, ou même simplement de mettre les gens autour d'une table. Parce qu'un forum, c'est bien. On parle sur des panels, on donne des explications. Mais un groupe de travail, c'est mieux. Parce qu'on met nos idées ensemble, on réfléchit et on bâtit quelque chose. Alors, parlons du Canada quand même, hein, le Canada qui aide donc à organiser ce forum, le Canada où vous avez évolué quand même pendant aussi une dizaine d'années. En quoi est-ce que nous pouvons peut-être nous inspirer de l'expérience de ce pays en la matière? Alors, moi j'ai une affection particulière pour le Canada, j'ai quand même passé 10 ans et je dis toujours que Montréal c'est un laboratoire.
parce que l'entrepreneuriat y est extrêmement encouragé, très facilité. Donc c'est un exemple que l'on peut prendre. La chance est donnée, l'écosystème et facilite en fait à tous ces entrepreneurs de se lancer, de mettre des choses en place, des subventions sont là, des aides sont là, des accompagnements sont là. Et on pourrait prendre exemple sur tout ça pour aussi faciliter à notre niveau et dans nos pays. Donc faciliter la chose aux entrepreneurs qui veulent se lancer. On a mis en place un guichet unique ici pour créer une société et se lancer. C'est excellent. C'est un très 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 bon point en avant vers donc l'objectif visé. Maintenant, il faut continuer les initiatives du genre pour faciliter l'accès au crédit, pour faciliter l'accès au financement, pour que ces jeunes qui prennent le risque de se lancer donc, dans une aventure, on parle vraiment d'aventure, de se lancer donc, dans cette aventure entrepreneuriale, qu'ils ne se sentent pas tout seuls et qu'ils se sentent accompagnés par des structures. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est sûr qu'il y en a. Mais je trouve un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup d'endroits différents et qu'il n'y ait pas réellement de communication qui soit faite à tout le monde. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui pendant le forum. J'ai découvert des sociétés qui apparemment sont au Mali depuis des années, au Mali et en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai entendu parler de projets qui sont d'associations qui sont ici au Mali. Ça fait 5 ans que je suis rentré et je n'en ai jamais entendu parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui n'est pas bien fait. Donc il y a peut-être aussi ce travail-là, ce combat à mener pour vulgariser certaines informations et pour les rendre accessibles à tout le monde. Alors, M. Kanté, nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir largement partagé. Merci beaucoup. Merci, M. Konaté. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.